En Chine, le bilan est désormais de plus de 2600 morts. Les infections sont en baisse, mais signe de la gravité de la situation. Pour la première fois depuis 3 décennies, le régime communiste reporte la session annuelle du Parlement. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie de coronavirus, un patient est mort en France. Il s'agit d'un touriste chinois de 80 ans. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, l'a annoncé en milieu de matinée. C'est le premier décès hors d'Asie. Les sirènes des ambulances résonnent en permanence sur le parking de l'hôpital. À l'intérieur, des médecins en combinaison et des patients aux symptômes inquiétants accueillis dans un sas hermétique. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Vous écoutez Covid, 5 ans après, un podcast de la rédaction d'Europe 1. Épisode 1. En première ligne, témoignages de soignants. Nous sommes probablement encore moins prêts qu'en mars 2020, aujourd'hui, à faire face à une crise de l'ampleur de celle que nous avons connue en mars 2020. Aujourd'hui, on est encore moins bien préparés. 17 mars 2020, face à la progression inquiétante des cas de Covid-19, les autorités françaises décident de confiner le pays. S'ouvre une période d'angoisse et d'incertitude sur fond de décompte quotidien des morts du coronavirus. Dans les hôpitaux, en première ligne, les soignants tentent, avec peu de moyens, d'affronter cette maladie dont on ignore tout. Les directeurs d'hôpitaux sont en train de rappeler médecins, infirmières, aides-soignantes, brancardiers, y compris ceux qui devaient partir lors des prochaines vacances scolaires et y compris ceux qui sont à la retraite depuis peu pour leur demander d'être mobilisables dans les semaines qui viennent. Le professeur Djilani Hannan, chef du service de médecine intensive de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, dans les Hauts-de-Seine, se souvient du caractère inédit de cette première vague. Nous étions, nous, dans le service à l'hôpital Raymond Poincaré au cœur de la première vague qui atteignait la région Île-de-France et Paris, avec un afflux inédit de patients atteints d'une infection respiratoire grave dont on ne connaissait à l'époque ni véritablement l'origine, ni même les conséquences. Et donc, on était au bord de la mer et on voyait arriver le tsunami. On était vraiment, à cette époque, tous très, très motivés, fortement motivés pour faire face à cette situation inédite. Moi, je n'avais jamais connu une telle mobilisation et une telle motivation au sein de l'équipe avec laquelle je travaille depuis tellement d'années. Loin d'être désemparé, le milieu hospitalier se montre déterminé à affronter cette pandémie. Pourtant, les hôpitaux ne sont pas du tout préparés à une telle crise. Alors, l'hôpital n'était pas prêt à plusieurs niveaux. D'abord sur le plan organisationnel. On a vu les soignants, et en particulier les médecins, devenir les véritables chefs d'orchestre et l'administration vraiment se placer en support de ces chefs d'orchestre. Ça s'est fait vraiment naturellement en mars. Ça, c'est indiscutable. Après, dans les vagues suivantes, ça a été différent. Mais sur la première vague, ça a vraiment été le cas. Et ça, c'est parce qu'on n'avait pas de référentiel. On ne savait pas véritablement comment s'y prendre sur le plan organisationnel. Nous n'étions pas préparés. Deuxièmement, on n'était pas non plus préparés sur le plan de la protection individuelle des soignants, puisqu'on n'avait pas été confronté à une telle situation, aussi bien en termes de gants que de surblouses, que de masques, donc tous ces éléments qui permettent de protéger les soignants en première ligne, étaient clairement insuffisants parce que nous n'y étions pas du tout préparés, nous n'avions donc pas les stocks nécessaires. Nous n'étions pas non plus préparés sur le plan purement médical, parce que c'était inédit, et malgré les informations qu'on avait de nos collègues chinois ou italiens, on savait simplement qu'on n'avait pas de traitement, et donc avec en mars pas mal de contradictions dans les informations et les recommandations qui pouvaient venir tant de l'OMS que d'autres institutions. On
moi, je pense par exemple aux corticoïdes, qui étaient fortement contre-indiqués en mars. Il fallait surtout pas en donner aux patients. Et puis on a vu quelques semaines après, au contraire, que lorsqu'on en donnait aux patients, ça sauvait des vies. Donc on a été, vous voyez, il y avait cette préparation insuffisante dans les 3 domaines: le domaine organisationnel, le domaine de la protection des personnels soignants et le domaine de la prise en charge des soins eux-mêmes, qui était mal codifié. Qui dit état de guerre dit armée. Emmanuel Macron annonce un hôpital de campagne. Ce sera dans le Grand Est, région durement touchée par l'épidémie. L'hôpital Louis Pasteur de Colmar, par exemple, atteint ses limites en ce moment, comme le raconte Sloane, qui est infirmière en réanimation. Actuellement, on est plein. C'est un stress constant parce qu'on sait que dès qu'un patient sort, on a forcément une admission derrière. On va être en manque de respirateurs très très rapidement parce que voilà, on en appelle à droite à gauche. On a encore des possibilités de transfert dans d'autres hôpitaux du Grand Est, mais à un moment donné, on n'en aura plus. Et si les gens ne respectent pas les règles de confinement, effectivement, ça risque de s'accroître bien trop vite et on s'inquiète des choix qu'on devra faire plus tard. Si on admet le patient ou si on l'admet pas, qui on intube pas, et on sait pertinemment qu'on n'est absolument pas prêt psychologiquement à assumer de tels choix. C'est très violent, mais c'est tout à fait ce qui risque de se produire si ça continue sur cette lancée. Donc c'est bien pour cela que nous avons accepté de témoigner. Il faut que les gens prennent conscience de cela. Ce n'est pas une petite grippe, ce n'est pas anodin. On n'est pas protégé. On peut tous en mourir. Restez chez vous. C'est la meilleure façon que vous avez de nous aider. C'est 1000 fois plus utile que de passer voir vos proches et de risquer de les infecter. En première ligne, les soignants côtoient directement le virus, avec des protections individuelles parfois insuffisantes. Un virus dont ils assistent quotidiennement aux ravages, parfois même chez des jeunes patients. Elle avait 16 ans, son visage souriant s'affiche ce matin sur le site du Parisien. Elle est la plus jeune victime du Covid-19 en France. Ève Roger. Oui, Julie était lycéenne en bac pro dans l'Essonne. La semaine dernière, elle commence à tousser. Malgré le sirop et les plantes, ça ne passe pas. Mais chez elle, personne ne s'inquiète. On dit que les jeunes ne sont pas touchés. Et puis, ses 2 premiers tests au Covid-19 sont négatifs. Lundi, sa mère l'amène chez le médecin généraliste. Et là, ça s'accélère. Détresse respiratoire. Julie est hospitalisée à Longjumeau, à côté de son domicile. Mais son état s'aggrave et elle est transférée dans la nuit de lundi à mardi à l'hôpital Necker à Paris. Là, le 3e test est positif. Mardi soir, elle est intubée, mais rien n'y fait. Elle succombe dans la nuit de mardi à mercredi. Malgré la peur d'être contaminée, les équipes médicales continuent de soigner sans relâche. Julien Carvelli, médecin réanimateur à l'hôpital de la Timone à Marseille. C'était un sentiment assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on avait peur, comme tout le monde. La situation était extrêmement grave. Je tiens à rappeler que il y a quand même eu 8 millions de morts au bas mot à l'échelle mondiale, et que c'est peut-être le double, puisque ça c'est le décompte officiel, qu'en France il y a eu 170 000 morts à peu près, et on a eu peur et on a eu raison d'avoir peur. Donc il y avait ce sentiment, on essayait nous de se préparer au mieux au niveau médical et pour le personnel soignant. Et puis en même temps il y avait un sentiment d'utilité, un sentiment de reconnaissance aussi vis-à-vis de la société en général. Et on s'est vraiment senti utile, notamment pendant cette première vague épidémique, où on a eu quand même la reconnaissance de beaucoup de monde. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire les choses correctement, mais je vous dis toute la vérité, rien que la vérité, je suis sur mon balcon. Est-ce que vous entendez ? Ah oui. Voilà. Écoutez, tendez l'oreille. C'est magnifique. Ouais, plus fort encore, un peu partout en France, regardez. Regardez, ils sont là, ils répondent présent, les Français. Elle est incroyable cette image. Ah oui. Voilà, c'est incroyable. On est en direct là sur Europe 1 et je peux vous dire que j'ai les larmes aux yeux. On partage des moments comme ça aussi dans des circonstances telles. On pensait pas vivre ça tous ensemble un jour, mais là on est vraiment tous ensemble à distance, mais tous ensemble et tous ensemble pour les soignants. Je vous enverrai ensuite la vidéo, on va la poster sur le Twitter de l'émission et vous allez voir que la mobilisation elle est là, à bonne distance toujours et encore. Moi je me souviens, alors moi mes enfants sont grands maintenant, mais je me souviens de collègues plus jeunes
soignants, qu'ils soient infirmiers, médecins, ou kinés, ou d'autres professions de soins, avec des enfants en bas âge, qui sont allés confier leurs enfants en bas âge à leurs grands-parents, pour ne pas les exposer le soir en rentrant à la maison, et pouvoir aussi avoir l'esprit libre pour s'occuper des patients qui arrivaient en nombre inimaginable. Donc tout le monde avait une certaine angoisse sur la possibilité de tomber malade lors des soins. Mais ça, lors de la première vague, on va dire que cette angoisse, elle était dépassée par une très forte motivation à s'occuper des gens. Pour éviter la propagation du virus, nous devions limiter au maximum les contacts avec les autres. C'est dans ce cadre strict que certaines personnes ont perdu leurs proches sans pouvoir leur dire un dernier au revoir. Quand j'ai revu, presque 1 an après, l'épouse d'un jeune homme décédé dans le service et qui était revenue me voir pour dire qu'elle était toujours dans la capacité, elle et ses enfants, de faire le deuil. Elle a vu son mari pris en charge par des ambulanciers masqués, etc., extrait de son domicile, entre guillemets. Et puis ensuite, elle ne l'a plus jamais revu, même pas au moment de l'enterrement. Il est très clair que ce témoignage, moi, m'a à ce moment-là convaincu du fait que, à l'époque, nous avions fait une erreur qu'on peut comprendre. En mars 2020, franchement, personne ne savait véritablement ce qu'il fallait faire. Donc le réflexe était de protéger, voire surprotéger. Et parfois, cette surprotection s'est faite au détriment de certaines personnes. Et on va s'intéresser, Pierre, à la question des femmes enceintes. Vous êtes peut-être en train d'attendre vous-même un enfant, vous vous inquiétez. On ne peut pas vous le blâmer, c'est certain. Le contexte actuel avec le coronavirus dope l'angoisse de nombreuses futures mamans. Et des femmes qui évidemment se posent beaucoup de questions. Écoutez d'abord le témoignage de Nathalie Buquet. Elle est avocate et elle vit difficilement ses toutes dernières semaines de grossesse. La question, c'est comment je vais me rendre à la maternité si jamais, par exemple, j'étais atteinte du Covid et que mon état se détériore. Parce que ce que j'ai appris ce matin, c'est que ma maternité n'était pas équipée pour une éventuelle réanimation. La deuxième question, c'est de me dire si j'appelle le SAMU, si j'appelle les pompiers, est-ce que ils vont pouvoir me répondre rapidement? Est-ce que je vais pouvoir être prise en charge rapidement? Les autres questions, c'est de me dire si jamais il m'arrive quelque chose pendant l'accouchement, là, si mon mari peut pas y assister, qui va être avec ma petite fille? Ça, c'est quelque chose qui me bouleverse et qui me... Voilà, je m'interroge énormément, c'est qu'est-ce qui se passe si moi je peux pas être avec ma petite fille? Avec qui elle sera? Quelle voix elle va entendre? Voilà, aujourd'hui, c'est des questions qui tournent dans ma tête et qui sont douloureuses, oui. Honnêtement, c'est vraiment paradoxal de se dire qu'on va donner la vie alors que tant de gens affrontent la mort. J'avoue que c'est vraiment très très particulier à vivre. Dans un hôpital déjà en crise, la pandémie du Covid n'a fait qu'aggraver la situation. Après la première vague, les soignants espéraient des mesures. À la Pitié-Salpêtrière, la grogne est toujours palpable. Reportage de Pierre Herbulot. Hôpital public, pas de retour à la normale. En un mot, le message est collé sur la façade de la Pitié-Salpêtrière. Évidemment, après le Covid, qu'est-ce qui va se passer ? C'est sûr que ça fait peur. S'il est aussi pessimiste que cette infirmière, le neurologue David Grabli espère que le gouvernement va tirer des leçons de l'épisode Covid. On a été habitué à fonctionner avec l'idée qu'un lit libre, c'était un lit en trop. Je crois que ce qu'a montré cette crise, c'est que si on veut pouvoir accueillir les personnes en fonction des besoins, ce dont on a besoin, c'est d'avoir des lits libres. Mais avec les renforts de volontaires qui repartent, les problèmes reviennent, raconte le docteur Léger. Dans ce bâtiment, en fait, il y a une salle d'hospitalisation qui reste pour l'instant fermée parce qu'on n'a pas le personnel infirmier pour qu'il y ait des patients qui puissent venir dans ces lits. Emmanuel Macron a promis hier un plan massif pour le secteur. Il va falloir se dépêcher, prévient la médecin. Je pense que là, entre la fatigue, l'attente, l'effet d'annonce qui ne vient pas, l'hôpital commence un peu à bouillir. Et je pense que si ces espoirs-là sont douchés, il y a plein de gens qui vont jeter l'éponge. Il y aura une médaille. On n'a pas besoin de médaille. Tout ce qu'elle et ses collègues veulent, c'est que l'hôpital d'après ne ressemble pas à l'hôpital d'avant. 5 ans après, en dépit des mesures du Ségur de la santé, organisées après le premier confinement, l'hôpital demeure sous tension.
Alors on a senti pendant toute l'épidémie, on a senti quand même que l'organisation, toute la logistique s'est améliorée. Il y a une reconsidération aussi des personnels avec une valorisation, par exemple au niveau salarial, qui a existé avec le Ségur. Ça c'est une réalité. Par contre, il y a un paradoxe. Enfin, il y a un peu une perversion de cette période-là. C'est qu'on s'est habitué à fonctionner en crise. On a fonctionné en crise avec le Covid pendant 2-3 ans. Tous les 2-3 mois, il y avait une crise et puis il fallait gérer. On était sur une crête et puis on continue aujourd'hui de gérer l'hôpital comme ça. Alors bien évidemment, il y a des contraintes financières et je ne les nie pas. Mais en tout cas, on fonctionne toujours sur cette crête avec toutes les années des plans blancs, des hôpitaux en tension, des personnels notamment paramédicaux qui sont dans un état de tension extrême avec de plus en plus de patients à charge. Et finalement, on s'habitue à fonctionner comme ça et on se dit que c'est pas grave. Et je pense que c'est ça qui est dommage. Fonctionner en fait toujours en tension, c'est extrêmement difficile sur le plan physique et sur le plan psychologique. Donc en fait, aujourd'hui, on sent que l'hôpital est fragile. Même si les personnels sont d'une résilience très importante, on sent qu'on est dans un état de fragilité qui est important, avec des personnels qui reviennent un petit peu, mais ça dépend des services, ça dépend des endroits, et il y a toujours des secteurs qui sont en grande difficulté. On a du mal à attirer et à fidéliser du personnel. On a du mal à les garder dans le secteur public. Je pense pas que la revalorisation financière soit quelque chose de très important. Par contre, la considération au quotidien et comme je l'ai dit, le fait de pouvoir travailler dans de bonnes conditions sans être en permanence en tension en se demandant comment est-ce qu'on va travailler aujourd'hui parce que un tel risque de ne pas être là ou risque d'être en arrêt de travail quand on est infirmier, est-ce qu'on aura 10, 15, 20 patients à charge? Ça, c'est extrêmement difficile et c'est à mon avis ce sur quoi il faut lutter. Avec un personnel épuisé et un hôpital en déclin, serions-nous prêts demain à affronter une nouvelle pandémie? Le professeur Djilani Hannan et le docteur Julien Kerveli ne sont pas très optimistes sur la question. Nous sommes probablement encore moins prêts qu'en mars 2020, aujourd'hui, à faire face à une crise inédite de l'ampleur de celle que nous avons connue en mars 2020. Aujourd'hui, on est encore moins bien préparé. Parce que l'impact psychologique, notamment sur les soignants, de cette pandémie, notamment de la première vague, est toujours là, cet impact négatif. Ce qui fait qu'on ne retrouverait pas aujourd'hui l'extraordinaire mobilisation et motivation qu'on a connue en mars 2020. Les soignants sont à bout de souffle, tant sur le plan physique que sur le plan moral, et ils sont aussi résignés à voir le système de santé continuer de décliner. Déjà, il y a l'échelle mondiale et d'où vient cette pandémie. On peut dire qu'on n'a pas trop avancé. C'est-à-dire que on sait que c'est un coronavirus, on sait que c'est un virus de chauve-souris, mais par contre, on ne sait pas si la transmission s'est faite d'animal en animal puis à l'homme, ou s'il y a une fuite de laboratoire, pour être clair. Donc on n'a pas progressé sur le plan mondial et scientifique, savoir d'où vient cette épidémie puis pandémie, ce qui est quand même un énorme problème déjà, puisque est-ce que ça peut revenir, comme vous le dites, oui. Est-ce que ça peut revenir vite? Oui. Et là-dessus, on n'a pas fait tout le travail, notamment à l'échelle politique internationale, mais bon, on va pas régler ça en 10 minutes sur ce fil-là. Et ensuite, la question de savoir si il y aura une nouvelle épidémie, une nouvelle pandémie, c'est sûr, dans les années qui viennent. Est-ce qu'on est armé? Je pense qu'en termes organisationnels, en termes logistiques, là, on a les résidus quand même du Covid. Et à mon avis, on sait mieux faire. On a des équipes de crise, de situations sanitaires exceptionnelles qui se sont mises en place. Et je pense que sur ce plan-là, on est armé. Le problème, ça va être l'humain et de gérer l'humain. Et en effet, on a perdu beaucoup de force dans la bataille avec le Covid. Comme je vous l'ai dit, on a fonctionné en état de crise, c'était très bien. Maintenant, on continue de fonctionner en état de crise. On est en train d'user nos personnels qui ont été extrêmement solidaires et résilients, notamment pendant la première vague. Je suis pas sûr que si demain une nouvelle pandémie se présentait, on aurait la même résilience. Même si je l'espère et en tout cas, tous nos personnels sont quand même exceptionnels. Les gens ont été soignés de manière exceptionnelle pendant le Covid. Et de temps en temps, on s'en rend pas compte. On se rend pas compte qu'on est dans un pays incroyable à ce niveau-là. Mais ça impose une responsabilité collective aussi. Ça impose une responsabilité collective pour que lorsqu'on a une situation d'une gravité comme le Covid, chacun puisse participer à l'effort collectif. Alors, un petit peu de confinement, un petit peu de vaccination. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan politique? J'ai pas les bonnes réponses. Mais en tout cas, j'ai l'impression que les gens quand même ont globalement été raisonnables. Il y a eu des distensions sociétales là-dessus. Globalement, les gens étaient raisonnables, mais j'ai vraiment envie de faire passer le message et c'est important pour les prochaines,
que c'est nos efforts collectifs qui permettent à l'ensemble de la société d'être correctement soignée. C'est hyper important. Alors, comment éviter l'apparition de nouvelles pandémies ? Pour les 2 professionnels de santé, une vigilance particulière doit être portée sur les zoonoses ainsi que sur une meilleure communication entre les pays. Ce problème n'est pas un problème purement français. Autrement dit, là encore, comme beaucoup de choses, vous allez me dire, mais là c'est encore plus vrai dans ce domaine-là. Il faut penser la santé de façon globale, à la fois de façon globale transfrontalier, mais aussi de façon globale environnementale, santé animale, santé végétale. Parce que les menaces, les virus dont on parle, sont pour beaucoup des zoonoses, c'est-à-dire des agents pathogènes qui émergent dans le monde animal ou végétal et qui, du fait d'actions de l'homme, finissent par devenir dangereux pour l'homme lui-même. Et c'est comme ça que s'initient les menaces. Voilà, donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'il est important aussi de garder en mémoire. Il y a un manque d'informations, on n'a pas de preuves aujourd'hui. Le virus vient de Chine. L'épidémie est née à Wuhan au mois de novembre 2019. En tout cas, c'est les infos qu'on a. Il s'agit d'un coronavirus. On a eu la séquence extrêmement rapidement. On sait que c'est un coronavirus qui est probablement issu de chauves-souris. Mais ensuite, par contre, la chaîne de contamination n'est pas connue. Et aujourd'hui, si l'hypothèse qu'on appelle zoonotique, c'est-à-dire le passage par un hôte intermédiaire qui serait un animal puis à l'homme, vous savez, il y a eu le pangolin, c'est une hypothèse, mais qui n'a pas été confirmée. C'est quand même bizarre qu'elle ait toujours pas été confirmée. On a une hypothèse qui serait une fuite de laboratoire qui est au moins tout aussi probable. Et c'est un énorme problème. Pour la communauté scientifique, c'est un énorme problème. Moi, je le dis parce que je suis soignant, je suis chercheur, je suis scientifique. Et ça me pose problème qu'aujourd'hui, on ait un frein pour avoir les preuves d'un éventuel mode de transmission qui soit celui-là. Parce que ça veut dire que sur le plan scientifique, on n'a pas fait ce qu'il fallait et que les manipulations scientifiques de demain sont à risque dans un pays ou dans un autre, là en l'occurrence c'est la Chine, d'être à l'origine du transmission d'un virus avec 8 millions de morts. C'est le bilan pour le Covid. L'OMS a déclenché des enquêtes, mais si vous voulez, on a... alors c'est vrai qu'il y a probablement un défaut de transparence du côté chinois, mais on ne sait toujours pas en effet quelle est la source de cette épidémie. Alors que pour la plupart des épidémies jusqu'à l'heure actuelle, on avait quand même une petite idée. Vous venez d'écouter Covid 5 ans après, une série au cœur de l'actu. Un podcast de la rédaction d'Europe 1. Écriture et présentation, Caroline Garnier. Réalisation, Christophe Davio. Archives, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion et coordination des partenariats, Marie Corpet. Ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'appli Europe 1.